Bonjour, bienvenue dans l'émission Bonheur au stress, l'émission des gens qui ont choisi de quitter la spirale du stress pour vivre un bonheur authentique. Alors je suis aujourd'hui avec Zenrila, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est la deuxième fois qu'on se voit, je pense. Ouais. On est dans ton magnifique jardin ici et je te remercie de me recevoir. Ben, non, merci, merci à toi. En fait, c'est pour moi un honneur parce que j'estime que tu es un peu comme un très grand pédagogue dans le domaine de la formation et de la thérapie. J'ai eu la chance de suivre son séminaire il y a l'année passée, je pense, sur le Faster EFT. Mhm. Tu es la personne, je pense, la plus compétente en Belgique sur le Faster EFT. En tout cas, Mhm. tu es niveau 4 en Faster EFT, ce qui est déjà très, très haut, je pense. Et donc, je trouve c'est un outil extraordinaire pour gérer le stress. Tu dis toi-même que tu es spécialiste en stress. C'est un peu c'est comme ça que je me définis. D'accord. Après avoir, oui, je suis pas psychothérapeute, j'étais thérapeute quand je faisais du shiatsu et tout ça. Et ici, finalement, c'est vraiment ce que je fais, c'est que je travaille sur le stress. Donc, c'est une appellation que Robert Smith utilise. Robert Smith, donc, c'est le fondateur du C'est le Faster EFT. créateur du Faster FT, ouais. Ok. Et je trouve que ça définit assez bien ce que je fais tous les jours. Hmm, Donc, ouais, ok. je suis spécialiste en stress. Il y a des gens qui sont doués pour stresser les gens et toi, tu es doué pour les déstresser. Mais C'est ce qu'on peut comme dire. moi, je sais comment ça fonctionne, si je veux stresser, je peux. Alors justement, en parlant de stress, c'est le thème de la vidéo, c'est aussi parler de l'inconscient, parce que j'ai eu ces temps-ci, c'est un hasard, mais j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues avec cette question. euh, mais pourquoi est-ce que l'inconscient me sabote autant? Pourquoi est-ce que je veux faire des choses et c'est comme s'il y a une force en moi, quelque chose qui m'empêche de le faire? En fait, c'est comme si mon inconscient me sabote. Et j'ai même eu des gens qui étaient fâchés sur leur inconscient. Alors je me souviens à ta formation, tu parlais de ça justement, mais Ouais. finalement, qui sabote qui? Donc je trouvais ça intéressant de Le commencer avec ça. saboteur qu'on a à l'intérieur de nous, le fameux Voilà, le saboteur. fameux saboteur. Ouais. Mais dans le Faster FT, on voit ça différemment. Les chiens sont d'accord avec moi. Ah, je crois que la fois passée, c'était les canards. Oui, je pense que Ouais. on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Euh, Nous, on voit ça différemment. Ouais. Parce qu'en fait, on est sur des rails. On va prendre l'exemple de quelqu'un. Mais surtout dernièrement, je suis occupé un peu à voir euh, tout ce qui est thème de l'abondance et tout. Imaginons quelqu'un qui a du mal à gagner de l'argent. Mhm. Et quand on va voir dans les pourquoi, les raisons, les comment, on se rend compte que, au fait, euh, cette personne-là ne veut pas gagner plus d'argent que ses parents parce qu'il aurait peur d'être rejeté. Mais donc ça, c'est inconscient, ça donc. Oui, ça c'est tout à Ok, fait inconscient. d'accord. Donc ça c'est les rails dans lesquels il se trouve. Il voudrait, il adore, il aimerait gagner plus d'argent, il a besoin de gagner plus d'argent, mais il y a quelque chose qui l'en empêche. Donc il dit mon inconscient me sabote et ne me laisse pas gagner plus d'argent. Ouais. Et quand on va voir, on se rend compte qu'il y a des croyances, des blocages qui l'empêchent de gagner plus d'argent. Et dont une de celles-là, c'est je ne veux pas gagner plus d'argent que mes parents ou si je vais gagner plus d'argent, on va me rejeter. Donc, c'est Mhm. des croyances, des limitations tout à fait inconscientes. Et on se rend compte à ce moment-là que le sabotage n'est pas là où on croit qu'il est. Mhm. Au fait, pour lui, le fait de ne pas gagner beaucoup d'argent, c'est inconsciemment, c'est de la sécurité. Parce que comme ça, il va être accepté par ses parents, il va pas être de la famille. Si on a l'habitude de dire que les gens qui gagnent de l'argent sont méchants, sont profiteurs, sont malhonnêtes. Donc lui, le fait de ne pas gagner Ouais. beaucoup d'argent, Mhm. ça lui permet de rester dans cette voie de sécurité. Parce que s'il Mhm. gagne de l'argent, il risque d'être malhonnête, il risque d'être rejeté par sa famille Mhm. dans son système de croyance. Oui, donc tu veux dire que l'inconscient a de bonnes raisons de penser ça. Tout ce qu'on a, tous les problèmes qu'on a, euh, pour toutes les peurs, toutes les Mhm. colères, tout ça, il y a toujours, quand on va voir au bout du bout, c'est toujours une preuve d'amour de l'inconscient. Ah, ça, c'est fort ce que tu dis. Ouais. Donc même dans le cas, par exemple, quelqu'un qui a peur des araignées, il sait que c'est pas logique, et pourtant c'est plus fort que Quelqu'un lui. qui a une phobie de l'araignée, à un moment ou un autre dans sa vie, l'araignée a représenté un danger. Mhm. Le fait de... Je vais donner un exemple plus concret. La phobie de l'avion. Quelqu'un qui est dans un avion et qui à un moment il y a un trou d'air et l'avion fait des trucs pas possibles et lui a la sensation qu'il va mourir. Quand il descend de l'avion, l'inconscient va faire un constat, avion égale danger. Mhm. Je mets une phobie de l'avion, il va plus dans l'avion, il est en sécurité, problème résolu. Ok. Sauf que si cette personne habite aux États-Unis et qui prend l'avion comme il prend le train, c'est un peu embêtant pour lui. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc toutes les phobies, il y a toujours à un moment ce
sur quoi on va rejeter notre peur, est un danger. Donc le fait d'en avoir la phobie, c'est l'inconscient qui nous protège, qui fait tout pour qu'on ne s'approche pas du danger. D'accord. Donc au bout du compte, il y a toujours un acte d'amour, finalement, de l'inconscient pour protéger notre personne. C'est le but de l'inconscient. Donc il ne sabote pas en fait. Donc le sabotage n'est pas là où on pense qu'il est. C'est ça. Je reviens sur l'exemple de l'argent. Donc ces rails, les rails, c'est pas gagner trop d'argent parce que comme ça, on est aimé, on reste honnête, machin et tout. Mais à un moment, je veux vraiment gagner plus d'argent. Ouais. Et donc, je fais des choses pour gagner plus d'argent. Je mets en place des trucs et je fais des efforts. Et tant que je fais des efforts, eh bien, je change un peu de voie. Et tout d'un coup, il arrive quelque chose et poum, je retombe dans mes rails. Et c'est là que je me dis, mon inconscient me sabote. Ouais. Alors que le sabotage ne se passe pas au moment où, boum, je retombe dans mes rails. Mais par contre, dans notre manière de voir les choses en face de RFT, le sabotage se passe au moment où j'essaye de faire autre chose que ce qui va me maintenir en sécurité. C'est ça, donc le saboteur, c'est le conscient en fait. Le saboteur, c'est le conscient qui essaye de faire autre chose que ce qui, pour l'inconscient, le maintient en sécurité. D'accord. Parce que c'était une preuve d'insécurité à un moment X. Et des fois, notre inconscient est le dernier à être au courant qu'on n'est plus dans cette étape de danger et qu'on peut faire autrement. Et comment ça se fait qu'il n'est pas au courant en fait? Parce qu'il reste sur ses vieux programmes. D'accord. Pour lui, c'est comme ça. Ça a été répété peut-être tellement de fois aussi que c'est très ancré. De la même manière que si moi je mets mon alarme à 8h30, qu'il se passe quoi que ce soit autour de moi, à 8h30, mon alarme elle va sonner. Le 11 septembre, mon alarme elle a sonné. Pourquoi? Parce qu'elle était programmée. Et donc, les programmes à l'intérieur de nous fonctionnent quoi qu'il arrive. Okay. Donc, comment faire pour faire différemment? À ce moment-là, il faut faire ami-ami avec son inconscient et faire la paix avec tout ça. Faire la paix avec nos croyances que mon père va croire va dire que je suis malhonnête si je gagne de l'argent. Il va être fâché si je gagne plus d'argent que lui. Dès que je fais la paix avec tout ça, inconsciemment, je vais pouvoir prendre une voie qui va être plus en accord. Le but finalement, c'est que notre conscient et notre inconscient puissent aller dans la même direction. Déjà, ça c'est énorme. Et plus ils vont être proches l'un de l'autre, plus on va être heureux, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut reprogrammer l'inconscient? Dans ce cas-là, il y a beaucoup de gens qui parlent de reprogrammation de l'inconscient. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, ce que je dis, c'est que moi, j'aide les gens à reprendre le contrôle de leur vie en faisant la paix avec les événements qui leur sont arrivés. À partir du moment où on fait la paix avec certaines choses, notre inconscient, automatiquement, va choisir quelque chose qui est plus, j'ai tendance à dire, ça c'est ma formule, écologiquement positif pour nous. Pourquoi écologiquement? Écologiquement, ça veut dire que je vais faire un changement qui ne va pas créer un déséquilibre ailleurs. Et donc, effectivement, à ce moment-là, je pourrais choisir une voie qui me convient mieux maintenant, mais en accord conscient-inconscient. Et à ce moment-là, il n'y a plus de sabotage. Mais pour nous, effectivement, le sabotage se trouve au niveau du conscient qui veut faire différemment que ce qui a été prévu. C'est ça. Et le conscient, quand on réfléchit consciemment, en fait, on n'est pas très conscient de notre inconscient, quelque part, si je fais un jeu de mots. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient qu'on a ces croyances en nous et qu'on va se limiter si on ne travaille pas dessus. La plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Et même quand on s'en rend compte, ça ne veut pas dire que les choses vont changer. Oui, effectivement, j'ai déjà vu des gens qui savaient très bien qu'ils avaient une croyance limitante parce qu'ils l'avaient mis à jour par des thérapies verbales. Mais malgré tout, ils n'arrivaient pas à changer. Si quelqu'un vient me voir et je lui dis le pourquoi de tous ces problèmes et que je lui dis au revoir monsieur, merci beaucoup, il va ressortir, il aura quand même toujours ses problèmes. Parce que ce n'est pas la logique qui résout nos problèmes. Oui, la compréhension ne suffit pas en fait. Voilà. Ça peut, des fois, on va voir, comment est-ce qu'on dit en français, des insights, des prises de conscience qui peuvent être assez choquantes, je vais dire, pour un moment changer les choses, mais c'est rare. La plupart du temps, les gens savent pourquoi ils ont leurs problèmes, ou ils savent quand ça a commencé, ils savent les tenants et les aboutissants, mais tant qu'on n'a pas pu travailler, et de nouveau, c'est le terme que moi j'utilise parce que c'est vraiment ça, faire la paix avec ces événements-là, on va toujours rester sur les mêmes rails.
Et parfois l'inconscient a des drôles de logique parce que, en prenant l'exemple, c'est assez courant aussi, une femme qui tombe toujours sur des hommes irrespectueux ou vice-versa, hein, ça peut être un homme. Et il sait très bien qu'il veut pas, il sait très bien que c'est peut-être lié à quelque chose de son passé, mais quelle est la logique de l'inconscient de faire en sorte que finalement on s'interdit d'être avec des hommes plus respectueux? Alors, les enfants vont... L'éducation qu'on donne aux enfants, l'éducation la plus importante, c'est l'éducation par l'exemple. Parce que si par exemple mes parents, mon père n'est pas respectueux avec ma mère, quand je vais voir ça, à un moment mon inconscient il va prendre une petite fiche, il va dire relation amoureuse, non-respect, et il va coller ça. Ouais. Et encore plus parfois où il n'est pas respectueux, mais moi j'ai la sensation qu'il aime ma mère. À ce moment-là, l'inconscient va faire un lien amour, non-respect. De la même manière qu'on peut faire d'autres liens pour les dépendances alimentaires, par exemple. Oui, où il y a, je donne toujours cet exemple-là d'une vidéo de Robert Smith où il travaillait sur une femme qui buvait, si je ne me trompe pas, c'était 2 gallons de Dr Pepper par jour. Donc un gallon, je crois que je l'ai vu, elle est sur YouTube, c'est ça. Hein, un gallon, je la mettrai en dessous de la vidéo. Et je crois qu'elle buvait genre 8 litres par jour. Et alors forcément elle a des problèmes de diabète, elle avait des problèmes d'insomnie, ce qui était finalement logique. Et alors c'est une personne qui a eu une vie familiale un peu dysfonctionnelle, un peu difficile. Et la seule personne qui lui donnait de l'attention, c'était sa tante. Et quand elle arrivait chez sa tante arrêtait tout ce qu'elle faisait. Elle prenait 2 bouteilles de Dr Pepper, elle les mettait sur la table de la cuisine et elle dit « Alors, dis-moi comment tu vas ?» Et là, elle avait une attention qu'elle n'avait jamais, une attention et de l'amour qu'elle n'avait jamais nulle part. Manque de chance pour cette personne, sa tante est décédée et à partir de là, elle a commencé à consommer énormément de Dr Pepper parce qu'elle a lié l'amour de la tante sur le Dr Pepper. Donc elle consommait du Dr Pepper en pensant, en essayant inconsciemment, c'était pas conscient, retrouver l'amour de sa tante. Okay. Et à partir du moment où on peut revenir, et par exemple ça c'est sur les dépendances alimentaires, dans ce moment-là on n'a même pas besoin de faire du tapping souvent. On demande à la personne de se fixer sur le Dr Pepper et à un moment lever la tête, de voir la personne plutôt que le Dr Pepper, lui envoyer de l'amour, recevoir de l'amour. C'est souvent très émotionnel, il y a souvent des larmes qui coulent et tout. Et à partir de là, à chaque fois qu'on a cette envie de Dr Pepper, on dit à la personne, pensez à votre tante, envoyez de l'amour à votre tante. Et souvent, la consommation, l'envie qu'il y avait sur le Dr Pepper disparaît. Ok, je me souviens d'ailleurs dans le séminaire aussi, puisqu'on parle de l'inconscient, on parlera du tapping tout à l'heure, hein, tu parlais de tapping, tu parlais de l'inconscient en ayant ces termes dans le séminaire, je me souviens, c'est un peu comme un cuisinier, oui. Savant, mais en même temps un peu... oui, on l'appelle l'intelligent idiot. L'intelligent idiot, voilà, il fait des plats incroyables, mais avec n'importe quoi, voilà, c'est ça? Moi j'adore les métaphores, les métaphores oui. C'est un peu mon truc, donc des fois je me casse la tête parce que je pense que, et je te remercie des compliments sur ma manière de donner cours, parce que pour moi c'est vraiment important. Pour moi un bon prof, les élèves ne doivent pas s'adapter au prof. C'est le prof qui doit s'adapter aux élèves. Ouais, et un prof doit être capable d'expliquer quelque chose de plusieurs manières différentes pour être sûr que tout le monde comprenne. Ouais. Moi, j'ai un très bon ami qui n'a pas dépassé les primaires. Et quand je donne des explications, je me dis toujours, lui devrait être capable de comprendre ce que j'explique. Et donc, les métaphores, souvent, c'est super parlant et c'est beaucoup plus facile à comprendre que des... Par exemple, moi, j'utilise jamais de jargon, surtout devant des clients. Parce que... On le voit, tous les grands communicateurs utilisent des métaphores, hein, même Jésus utilisait toujours des histoires. On comprend mieux, c'est tellement plus simple. Et le jargon, c'est insupportable. Quand on va chez un médecin et tout d'un coup, on ne comprend rien. Et alors, ça fait peur, ça donne une sensation de perte de contrôle. Donc, c'est pas... Sans compter toutes ces étiquettes psychologiques qu'on met aussi sur les gens... Et on a l'impression qu'on n'a pas de contrôle, qu'on est impuissant en fait, devant des gens qui connaissent tout. Ouais. Et donc oui, la métaphore que j'utilise pour l'intelligent idiot, c'est un cuisinier. Un cuisinier qui va faire un plat avec tout ce qu'il a sur
sa table de travail. Sauf qu'il ne fait pas attention aux produits. Ça veut dire que si on lui donne la viande avariée, il va faire un plat avec cette viande avariée. Si c'est que des bons produits, il va faire ça qu'avec des bons produits. Mais lui, son obsession, c'est faire un plat avec tout ce qu'on lui met dans lui. Et parce que l'inconscient ne juge pas. L'inconscient ne juge pas si c'est bon ou pas bon, si c'est vrai ou pas vrai. Des fois, on peut se mettre dans tous ces états sur quelque chose qu'on a imaginé, sur une engueulade. On entend que quelqu'un dit quelque chose. Ah, et ben quand je vais le voir, je vais lui dire ça. Et s'il ose me répondre que ça, je vais lui dire ça parce que je me souviens de la fois passée. Et on se monte un foin pas possible. Et puis après, on croise la personne qui vient nous dire bonjour. Ah, et maintenant, tu viens me dire bonjour. Et alors que ce n'est jamais arrivé, mais notre état, on est activé comme si c'était vrai. Et parce que simplement, l'inconscient, il ne juge pas. Est-ce que c'est juste, c'est pas... Non, il fait avec ce qu'il a devant lui. Alors justement, comment faire ami avec, comme tu disais, avec cet inconscient? Tu parlais tout à l'heure de tapping. Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire tapping? Parce que tout le monde ne connaît pas ce terme. Alors le Faster EFT est une technique. J'ai du mal à l'appeler technique parce que pour moi c'est bien plus qu'une technique. C'est une technique où on utilise le tapping. Donc le tapping, on va tapoter sur des points d'acupuncture. Sauf que pour nous, on ne l'utilise vraiment pas comme ça. On ne l'utilise pas comme d'autres techniques qui l'utilisent vraiment sur les points d'acupuncture pour libérer. Non, pour nous, le tapping, qu'on le fasse sur ces points-là ou sur le bout du nez, le bout de l'oreille, le coin de la tête ou quoi que ce soit, ça reviendra exactement au même parce que pour nous, le tapping ne sert qu'à attirer l'attention de la personne ailleurs pendant qu'on travaille. On pourrait dire sur le présent en fait, sur quelque chose qui est ici maintenant. Sur autre chose parce que le tapping, le Faster EFT, c'est très simple si on suit trois étapes. La première, c'est cibler. Et j'ai fait, par exemple, qui aime bien les métaphores et les jeux de mots à 2 balles, j'ai fait une vidéo, j'ai mis en ligne sur une douche, je suis sur une plage devant une douche, et j'explique que dès qu'on est sale, on va se doucher. Dès qu'il y a quelque chose qui va nous déranger, on va se laver les mains, etc. etc. Je dis, c'est dommage qu'on ne fasse pas ça avec ce qu'on a à l'intérieur de notre tête. Avec toutes les crasses, toutes les saletés qu'on a à l'intérieur de nous. Et par exemple, si j'ai les mains sales, si j'ai un truc qui colle, je vais le sentir. Ah oui, c'est là, et je me lave les mains. Et après, ça sent encore un peu, je me les lave. Allez, juste un petit coup, hop. Ok, maintenant c'est bon. Eh bien, le Faster EFT, c'est exactement ça. La première chose, on va cibler. On va cibler ce qui nous dérange. Et pour ça, je vais remettre la personne dans la situation. Rappelez-vous, quand l'araignée est montée sur votre main, par exemple. Et là, oui, je le sens, c'est ici, c'est une tension. Et on définit, par exemple, c'est un poids. Très bien, c'est de 1 kg, 10 kg, on va vraiment connecter la personne de la même manière que... C'est juste là. Ouais, et ça sent le sucré. Et j'avais pensé à autre chose, mais je veux dire le sucré. On a compris. Donc ça, c'est ciblé. Ensuite, on va faire le travail. Ça veut dire on va tapoter en disant je lâche et je laisse partir. C'est la phrase type. Après, on va rajouter certaines choses, des émotions ou des petits mots qui sont adaptés à ce que la personne ressent. Et la troisième étape, c'est retester à nouveau. Alors, je reviens sur la deuxième étape. La deuxième étape, c'est faire le travail. Mais pendant qu'on fait le travail, la personne, c'est là qu'est l'intérêt du tapping, elle met son attention sur ses mains et plus sur la sensation. Et ça, c'est ce qui fait la grande différence entre le Faster EFT et les autres techniques de psychoénergie, où on va voir le TAT, l'EFT, tout type de EFT, parce que dans l'EFT, il y a l'EFT positif, il y a l'EFT ci, il y a l'EFT machin et tout, il y a le SET, le PT machin. Et où nous, on va vraiment pas de la même manière, quand je me lave les mains, je ne suis pas en train de me laver les mains en sentant. Mon truc est éloigné, je peux penser à autre chose pendant que je fais ça. Je peux parler avec quelqu'un pendant que je fais ça. Et nous, c'est exactement ce qu'on va faire. C'est ce que vous appelez la défragmentation, c'est ça? Le défractionnement. Défractionnement. Et
Donc à ce moment-là, moi je vais dire des mots, je peux faire des blagues vraiment pour sortir la personne de cet état-là, et on va travailler quand la personne n'est pas dans cet état-là. Parce que pour nous, ça c'est vraiment c'est ce qui crée la différence et malheureusement parfois un peu de conflit. Pour nous, rester concentré sur ce qui nous dérange, c'est l'équivalent à aider quelqu'un à se débarrasser de sa peur de l'araignée en lui mettant une araignée sous le nez. Ouais, c'est violent et ça, c'est pas constructif. C'est pas violent, mais pour nous ça va prendre plus de temps. On ne dit pas que ça marche pas, hein. Le FT, le TAT, c'est des techniques qui marchent. Mais c'est pour ça que nous, enfin nous, les gens qui font du faster FT, disent que le faster FT est plus rapide. Parce qu'il y a ce défractionnement. Je le vois juste, je me permets dans la gestion des traumas, puisque je m'occupe beaucoup des traumas. Si on met la personne directement dans le trauma, et qu'on reste dedans, c'est insupportable pour la personne, tu vois. C'est trop violent, donc on y va vraiment très doucement. Ce défractionnement donc, est fondamental en fait dans le faster FT. C'est une façon de couper les liens en fait quelque part. Oui, le terme qu'utilisait Robert Smith, c'est parce qu'il a déjà un certain âge. Il disait que le fait de rentrer, sortir, donc le défractionnement, c'est comme griffer un vinyle. C'est pour ça que je dis le grand âge, parce que les jeunes ne vont peut-être pas tout comprendre. Donc le vinyle, c'est ça, c'est un disque sur lequel on écoutait de la musique il y a longtemps, c'est ça. Et donc plus on le griffe, moins on va être capable de l'écouter. Et c'est rentrer, sortir. Et pour moi, c'est la magie du faster FT, ce qui permet au faster FT d'être plus efficace que les autres techniques que moi, c'est vraiment personnel, que moi j'ai connu jusque maintenant. Et parce que, et c'est là que le tapping ne sert qu'à ça, parce que sur des enfants, par exemple, moi je peux jouer à ce défractionnement sans faire de tapping. Un enfant qui tout d'un coup va pleurer, un parent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour attirer son attention ailleurs. Et très vite, l'enfant va arrêter de pleurer. Oui, donc le parent défractionne déjà intuitivement dans ce cas-là. Défractionne, mais une fois seulement. Une fois, c'est ça. Ça veut dire on le sort et on le fait penser à autre chose et ça passe. Si on le fait penser à autre chose, on dit « Ah, tu te souviens quand on a été au Walibi l'autre fois ?»« Ah ouais, je me souviens. » Et alors on dit « Tiens, pourquoi est-ce que tu pleurais ?» Et « Ah oui, parce que j'ai... » Ah, et c'était quoi l'attraction? Tu te souviens quand on avait été en attraction? Ouais, c'était génial. Et hop, on le sort et alors... Mais pourquoi, rappelle-moi pour te pleurer. Oui, parce que... Et alors, on sort. Et tu te souviens, on a mangé de la barbe à papa. Ah ouais, j'aime bien la barbe à papa. Et au bout d'un moment, on dit, mais pourquoi est-ce que tu pleurais? Oh, je sais plus. Et il part. et c'est là, c'est un petit peu plus long que quand on utilise le tapping parce qu'il n'y a pas ce côté kinesthésique d'attirer l'attention ailleurs. Mais pour nous, le tapping ne sert qu'à ça. Et c'est ce qui fait la différence, par exemple, entre l'EFT et le faster EFT. Dans l'EFT, il parle du principe que les maladies sont dues à des déséquilibres énergétiques, c'est ça, hein? Exactement. Et que c'est le système énergétique est déséquilibré et qu'en tapotant sur les points d'acupuncture et en restant connecté au truc, on va rééquilibrer le système énergétique. Et grosso modo, j'ai suivi des cours, mais j'ai pas été formé, donc si je me trompe, les gens de l'EFT ne vous fâchez pas, ou si c'est pas, c'est plus ou moins ça l'explication que moi je connais. Alors que pour nous, c'est plus, on a une création mentale, et vu que notre corps est le serviteur de l'esprit, il va suivre ce que le mental et ce que l'esprit dit. Donc, si on a une création mentale d'une araignée énorme avec le couteau entre les dents qui en veut à notre vie, notre corps va le sentir. Notre corps va se serrer, va se contracter, va trembler, etc. Et plus on va pouvoir travailler sur cette construction mentale, en travaillant sur les émotions connectées, notre inconscient va changer cette image-là. Et à un moment, quand cette araignée est juste une petite araignée qui mange les moustiques de notre chambre, qui nous permet de ne pas être piqué, tout d'un coup, notre corps réagit de la même manière aussi. Il n'a plus ces réactions de peur. C'est comme ça que nous, la définition que Robert Smith donne au stress, le stress, c'est une réaction du corps par rapport à une perception. Ce qui veut dire que si on change la perception, la réaction du corps change aussi. Et vous voyez à quel point c'est super efficace, très simple, en même temps tu expliques vraiment super clair, je trouve, c'est vraiment une grande force, hein, en même temps la recherche d'efficacité. Et tu fais d'ailleurs un séminaire bientôt, et je trouve que ce serait bien que tu dises quelques mots sur ce séminaire. C'est quand et qu'est-ce qu'on voit dans le séminaire? Donc je vais faire une introduction au Faster EFT, c'est le 25 et le 26 juin.
Donc c'est samedi, dimanche, je crois que c'est le 25-26, oui. Où là, c'est une introduction. Donc on va parler des croyances qu'on utilise, de comment est-ce qu'on utilise le tapping, comment est-ce qu'on fait la défragmentation. Donc vraiment un aperçu, un petit peu plus qu'un aperçu, parce que moi j'aime bien donner quand même pas mal d'explications. Je vais parler de l'inconscient, je vais parler de pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça aujourd'hui. J'explique effectivement que tous les souvenirs, que la qualité des souvenirs qu'on va garder dans notre inconscient va déterminer la qualité de la vie qu'on a aujourd'hui. Et que si on peut faire évoluer la qualité des souvenirs qu'on a dans notre inconscient, la qualité de notre vie va changer aussi. Et je vais expliquer comment faire tout ça. Je vais aussi effectivement parler un petit peu du saboteur, des souvenirs, des différentes techniques. Et c'est un week-end, donc c'est un week-end. Je vais aussi faire des démonstrations, mais surtout ce week-end, c'est pour apprendre aux personnes à l'utiliser sur eux. Après, ce que je fais sur moi, je peux le faire sur les autres. Ouais, mais bon, ça, ça va être axé sur comment le faire sur nous. Ça veut dire que je vais faire des démonstrations sur des gens, mais aussi je vais faire venir quelqu'un et je vais le guider pour qu'il le fasse sur lui-même. Oui, donc c'est pas que pour les thérapeutes, au contraire, c'est surtout pour le grand public en fait. Les thérapeutes vont être très contents qu'ils s'y viennent, mais n'importe qui veut reprendre le contrôle de sa vie, parce que, de nouveau, pourquoi j'utilise ce terme de reprendre le contrôle de sa vie? On a l'habitude de donner le contrôle de notre vie à plein de choses. J'ai peur des araignées, je me remets pas de mon ex, j'ai des conflits avec une belle-mère, avec un voisin, etc. Et à chaque fois, avec un patron, et à chaque fois, je donne une partie du contrôle de ma vie aux araignées, parce que je suis tout le temps là occupé à voir si elles sont là, j'ai peur, à mon boss, parce que je suis chez moi et au lieu d'être tranquille, je me dis oh, demain je vais le voir, il va se fâcher sur moi de nouveau, etc. etc., etc. Et au fait, c'est des contrôles de notre vie qu'on donne à tous ces gens-là. Et plus on va récupérer le contrôle de notre vie, plus finalement, nous, on va avoir du pouvoir, de la force pour pouvoir réussir notre vie. Parce qu'il y a quelque chose que je répète aussi énormément, c'est qu'on est les personnes les plus importantes de notre vie. Personne ne peut vivre notre vie à notre place et on ne peut pas vivre la vie des autres. Et le fait de pouvoir se recentrer, de récupérer le contrôle de notre vie, et je vais juste, c'est des idées de vidéos que je vais faire, donc je vais t'en faire un raccourci ici. C'est un type qui explique, c'est comme si le matin je me réveille et j'ai en banque 500 euros. Et il y a 75 euros qui vont au fait que j'ai été abusé quand j'étais petit et que ça me trotte quelque part dans mon inconscient. Il y a 15 euros qui sont dans le conflit que j'ai avec le voisin et qu'à chaque fois que je sors, je suis énervé parce que je vois sa voiture, je vois sa femme que j'aime pas. Et il y a 30 euros qui sont chez mon boss, 20 euros chez mon fils parce que il ne fout rien à l'école et tout ça. Et il y a plein de petits trucs. Et finalement, avant de faire quoi que ce soit, des 500 euros que j'ai, il ne me reste plus que 300 euros ou 200 euros. Alors que si je pouvais bénéficier de plus grandes sommes, je pourrais faire plus de choses. Je pourrais utiliser X euros pour faire du sport ou pour me former ou pour faire des choses qui sont plus positives pour moi. C'est vrai que tous ces conflits, c'est une énorme perte d'énergie, tous ces conflits, toutes ces tensions. Et ça, c'est une super métaphore, je trouve. Donc, tu l'as inventé, celle-là peut-être? Non, celle-là, je l'ai écoutée, mais je vais en faire une vidéo parce que je trouve qu'elle est très, très marquante. Si vous voulez voir René qui travaille, tu as mis des vidéos sur le site vraiment très chouette. On voit l'humour que tu utilises. Ce que j'aime bien, c'est l'efficacité parce qu'il ne faut pas beaucoup de séances finalement. Ça... Moi, mon but, c'est faire le moins de séances possible. Non seulement le moins de séances possible, mais je veux absolument que la personne ne soit pas dépendante de moi. Ça veut dire qu'après quelques séances, voilà, il faut qu'elle vive sa vie. Et surtout, autonomiser la personne. Ça veut dire qu'après, des fois la première, mais généralement à la deuxième séance, je montre le tapping, j'explique comment c'est. Sur mon site, donc c'est sur mon site ou sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Zenrila sur YouTube et vous avez ma chaîne YouTube. Il y a par exemple une séance de tapping où je suis dans mon jardin et je montre comment faire et les gens peuvent suivre. Ils ont un problème, ils me suivent. Je vais en refaire une cette année parce que en 2016, je pense que c'est le moment de refaire les vieilles vidéos. Et donc, ils peuvent le faire tout seuls, ils peuvent le faire en me suivant. Et il y a plein d'autres vidéos. Ça, en français, je pense à peu près le seul qui le fait, mais il y en a, en anglais, il y en a plein où on peut suivre quelqu'un qui fait du tapping, même sur quelqu'un d'autre.
Il suffit juste de cibler notre problème à nous avant de tapoter. Et comme ça, à chaque fois, on reprend le contrôle et c'est un peu mon dada.